Bonjour, bienvenue dans cette masterclass, les entrepreneurs de la Silver Economy. Je suis Frédéric Serrière. L'idée de cette masterclass est de comprendre les facteurs clés de succès d'un projet ou du développement d'un projet dans la Silver Economy. Ce replay fait partie de 6 replays que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur le site ageconomy.com. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Raspail, qui est le cofondateur de la société Happy Visio. Cette masterclass est réalisée en partenariat avec Silverinov. Avant d'échanger avec Benjamin, nous allons présenter Silverinov avec sa directrice Isabelle Marchand. Bonjour Isabelle. Bonjour Frédéric, merci de m'avoir invité à cette masterclass Alors, qui est dédiée aux clés de succès de Silverinov? l'entrepreneuriat. Qui est Silverinov? Alors Silver Innov, en fait, c'est la première pépinière et hôtel d'entreprise qui est dédiée à la Silver Economy et vraiment de manière plus large à toutes les solutions innovantes pour le bien vieillir, pour l'autonomie et lutter contre le handicap. Silver Innov est un établissement public qui a été créé début 2016 et il me semble que nous hébergeons et accompagnons Happy Visio depuis cette date, puisque ça fait partie justement de nos missions d'aider, d'accompagner les sociétés qui proposent des solutions innovantes, de les aider à grandir sur ce territoire, de faire aussi des mises en relation avec notre écosystème et aussi d'organiser des manifestations ou des réunions, des rencontres virtuelles ou en présentiel, puisqu'on a cette chance d'avoir de très beaux locaux pour qu'ils puissent rencontrer des partenaires. Des exemples d'entreprises que vous hébergez? Nous avons aussi hébergé des sociétés qui sont dans tout ce secteur, aussi bien des sociétés ou des associations. Nous avons aussi, par exemple Ubiquid, qui propose une solution de traçabilité du linge à la base dans les maisons de retraite, mais qui peut aussi développer sa technologie pour proposer des solutions d'alerte errance. Et c'est vrai que c'est une proposition de valeur qui est très intéressante. Nous aidons et nous accompagnons aussi des associations. Nous avons l'association Je t'aide, avec le collectif qui fait des choses vraiment magnifiques en direction des aidants. Et nous avons à cœur d'essayer d'être partenaires de leurs événements. Et après, il y a des solutions qui sont plus aussi dans le plus technique et plus à la direction des hôpitaux, par exemple avec Muller Médical qui développe le petit outillage pour la respiration que l'on peut trouver dans les hôpitaux. Quand tu dis accompagnement, tu peux donner des exemples d'accompagnement? L'accompagnement, il passe par différentes facettes et c'est vraiment personne dépendante. On organise bien évidemment des réunions d'information sur des secteurs clés d'activité qui peuvent les intéresser. On organise des rencontres avec des mutuelles, avec des centrales d'achat pour le secteur public ou de grandes manifestations comme le colloque 50+, que nous allons co-organiser ensemble d'ici quelques semaines. Et après, on est aussi bien sûr disponible pour faire des échanges en one-to-one. Avec ma co-directrice, nous avons des visions complémentaires. J'ai plus de 10 ans d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant. Mon adjointe, 10 ans dans le dev éco. Donc, à nous deux, on a des regards qui sont complémentaires. Et c'est vrai que les entrepreneurs, ils avancent, ils foncent, mais de temps en temps, il faut les aider à se mettre sur pause pour réfléchir et avancer. Et on est là aussi pour les mettre en relation avec tout l'écosystème. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Merci pour cette présentation. Merci à toi. S'il y a des questions à la fin, on pourra poser des questions aussi à Isabelle. Je reste Benjamin, présente. Benjamin Raspail, Bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Déjà pour toi. Bah, très bien. Ravi d'être là. Happy Visio, on parle de quoi quand on parle d'Happy Visio? À Happy Visio, on parle d'un site internet sur lequel on organise des événements ou des mises en relation sur des thématiques de santé et de prévention, et principalement par visioconférence. On a tout un bouquet de services autour de la visioconférence sur la santé et la prévention. En deux mots. Euh, dans quel écosystème? Enfin, qui sont les clients? Comment ça fonctionne? Les prescripteurs? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'écosystème dans lequel vous travaillez? Alors, pour bien l'expliquer, je vais revenir un tout petit peu sur la jeunesse quand même du D'accord. site. Quand on a créé Happy Visio, l'idée c'était d'utiliser l'outil numérique justement pour permettre de diffuser des messages de prévention et de santé auprès du grand public et d'utiliser la visioconférence en particulier comme outil dans ce mode distanciel. Donc on a commencé par travailler auprès des seniors
en se disant que c'est là qu'il y avait sûrement le plus de choses à faire, et d'où la raison pour laquelle on est hébergé à Silver Innov. Et donc on a composé des programmes, d'abord un programme à destination des retraités sur lesquels ils peuvent s'inscrire et pouvoir suivre un certain nombre d'activités. Alors je rentrerai probablement un peu plus dans le détail après, mais donc suivre un certain nombre d'activités sur le site internet et en direct. Et donc pour répondre à ta question sur à qui on s'adresse, nos clients historiques dans le milieu de la silver economy sont les mutuelles, les collectivités, les caisses de retraite, agences régionales de santé. Voilà. On a vraiment initialement, on est très présent dans cet écosystème. Il y a un axe prévention. Enfin, ma question qui me vient, c'est les sujets sont très très larges. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir les premiers sujets de vidéo, enfin de vidéo? Comment est-ce que vous choisissez enfin, les thèmes en fait, puisque c'est très large. Alors, au départ, on a regardé ce qui se faisait en présentiel, et puis on a dupliqué des choses qui se faisaient en présentiel, en distanciel, en disant, à la fois dans la recherche d'ailleurs des intervenants que dans les sujets, pour donner l'accès au plus grand nombre à toutes ces informations et à ces professionnels. Euh, donc, mais on a commencé petit, hein, comme tout le monde. Au départ, on avait, je crois, une dizaine de visioconférences dans l'année. C'était en 2016-2017. On avait une dizaine de visioconférences dans l'année. Maintenant, on en fait plus de 1500 uniquement sur la partie webinaire. On fait à peu près la même chose sur la partie atelier. Donc, on fait quasiment 3000 événements distanciels dans l'année en collectif. Euh, L'approche que l'on a aujourd'hui, c'est dans la pédagogie, dans la compréhension que l'on a de la prévention, qui est que la prévention, elle doit être multithématique, elle doit être globale, parce que pour tout un tas de raisons. D'abord parce que on fait beaucoup de prévention primaire, avec des personnes qui forcément sont pas toujours intéressées par le sujet, donc il va falloir arriver à les intéresser. Donc le fait de diversifier les thématiques et d'avoir une approche très large fait que on va pouvoir répondre finalement à une problématique ou une question qu'une personne se pose. Et comme on lui apporte tout un bouquet de services beaucoup plus complet, finalement, on va l'amener à s'interroger sur d'autres sujets. Et donc, on essaye d'avoir une approche holistique des sujets que l'on traite. Donc, dans le programme senior, pour le citer, aujourd'hui, c'est à peu près 750-800 activités à l'année, donc c'est vraiment très dense, hein, c'est 4-5 activités par jour, du lundi au vendredi. Et on va traiter des différents aspects de la prévention. C'est-à-dire qu'on sait que la prévention, aujourd'hui, elle passe par l'activité physique. Et l'activité physique, on sait qu'elle passe par une activité régulière. Donc, notre programme, c'est 2 rendez-vous quotidiens liés à l'activité physique. Donc, tous les matins à 9h, c'est une séance de gym en direct avec un éducateur physique adapté. Et à 10h, c'est une séance de bien-être. Donc, ça va être du tai chi, du yoga, du qigong, des choses comme ça. On sait que la prévention pour les seniors, ça passe aussi par l'hygiène de vie, le sommeil. Donc, on a des conférences sur le sommeil. On a ça passe par la nutrition. Donc, on a des rendez-vous réguliers, papote et pote-pote, que l'on organise avec ex-Silver Fourchette, parce qu'on a changé de nom, mais les Insatiables maintenant. Et donc, régulièrement, il y a des rendez-vous. On va faire des cours de cuisine et puis des conseils diététiques. On sait que ça passe par le numérique, donc on a tout un volet sur le numérique. On sait que ça passe par le lien. Alors ça peut paraître assez étonnant quand on parle de visioconférence, mais le lien entre les personnes et finalement le plaisir, le loisir. Et donc on a énormément d'activités sur des quiz de culture générale, on a des rendez-vous, des nouveaux rendez-vous là qui ont commencé en septembre. On a des cours d'anglais par exemple. On a un concours d'écriture, etc. Et donc on a tout un volet aussi qui est dédié justement à l'interaction entre les publics et au lien social. Et d'ailleurs, juste un chiffre qui est intéressant sur cet indicateur-là, puisqu'on suit nos indicateurs, 68% de nos utilisateurs indiquent qu'ils se sentent moins isolés ou moins seuls grâce à Apivisio. C'est un indicateur sur lequel on est assez fier, parce que effectivement, par rapport au distanciel, ça pourrait sembler assez étonnant. Donc Euh, voilà, donc tous nos programmes sont construits comme ça. Alors on a d'autres programmes, hein. On a un programme pour les aidants qui est sur différentes thématiques. Là, on va avoir sur prendre soin de soi, prendre soin de quelqu'un. On a sur des temps d'échange. On a aussi sur les aides administratives, quelles aides mobiliser. Donc voilà, à chaque fois qu'on prend un sujet, quand nous on crée notre programme, on essaye d'avoir une approche la plus globale possible pour justement répondre aux différentes attentes des uns et des autres. on peut savoir combien de personnes ont regardé au moins une fois une visio. Alors, combien de personnes ont regardé au moins une fois? J'aurais du mal à le dire. Ce que je peux dire, c'est que
aujourd'hui, sur la partie directe, on réunit à peu près 400 000 personnes par an sur le collectif. Hein. Et on a à peu près autant de replays qui sont consommés. Aujourd'hui, ça s'équilibre. Un petit peu moins de replays par rapport au direct. Mais donc, globalement, entre le direct et le replay, on est à peu près à 800 000. En termes d'inscription sur les activités, là, on monte à 1 million, puisque après, tout le monde ne vient pas forcément. Mais donc, on arrive à peu près à 1 million. Je suis par an. Il y a des profils de seniors qui se connectent à ce type de visio. Parce que j'imagine numérique égale plus jeune, c'est les seniors les plus jeunes. Hum. Et après, on va enchaîner sur la prévention. C'est peut-être ceux qui sont les plus éloignés de la prévention. Enfin bref, on en discutera après. Est-ce qu'il y a un profil de seniors connectés? Alors, il y a des profils en fonction des programmes que l'on propose. Et ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que notre plateforme, elle se personnalise en fonction du partenaire avec lequel on travaille. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez sur notre site, il faut que vous créez un compte et vous rentriez un code partenaire. Et c'est ce code partenaire qui va vous donner accès à des contenus. Donc, en fonction des contenus que l'on propose, on va pas du tout avoir accès aux mêmes choses. Juste pour faire une aparté là-dessus, on va aussi bien, donc le programme senior est le plus complet et le plus connu, mais on travaille aussi avec les aidants, on travaille sur certaines pathologies avec des associations de patients, on travaille en entreprise sur la QVCT, et on va même travailler dans les écoles sur l'éducation à la sexualité. Donc aujourd'hui, nos programmes finalement sont très divers, et forcément le public n'est pas le même en fonction du programme. Si on reste sur la partie senior, le profil type, en tout cas l'âge moyen est aux alentours de 70 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on a créé la solution et pour qui on l'a créé. On l'a créé avec d'abord le souhait que les gens puissent suivre individuellement les activités. Et dans ces cas-là, on visait deux types de publics. Soit les seniors effectivement plutôt connectés, donc là plutôt des jeunes seniors, mais qui ne se rendent pas forcément sur les actions de prévention, parce que au niveau des territoires, il y a un maillage qui est déjà très dense hein, sur les activités de prévention, mais ces publics-là ne sont pas forcément ceux qui sont touchés par ces actions de prévention, parce qu'ils ne sont pas forcément concernés, et que justement dans cette logique de prévention primaire, c'était intéressant d'être capable d'aller chercher des publics plus jeunes. La deuxième cible pour les publics à domicile, c'était des personnes qui étaient dans des zones où on n'avait pas une offre de prévention qui était complète. Si vous êtes en zone rurale, mais de toute façon, quel que soit l'endroit sur le territoire où vous êtes situé, nulle part vous avez 800 activités qui vous sont proposées. Ça devient compliqué quand même. Donc on arrive finalement à avoir des choses qui sont très générales et des choses qui sont très spécialisées, et tout ça sur le même service, et donc on arrive à toucher des personnes qui n'avaient pas accès à ces professionnels ou à ces informations. Et puis, en pratique, le troisième type de public que l'on touche, on travaille pas mal avec des résidences autonomie, un peu les EHPAD, mais moins. On travaille aussi avec des bibliothèques, on travaille avec des CCAS, qui eux s'adressent à des publics qui sont moins à l'aise avec l'outil numérique, potentiellement, mais ils organisent des diffusions collectives de nos activités, et ça leur permet finalement de s'appuyer sur un support pour présenter un sujet, pour avoir un expert qui vient parler d'un sujet. Tu peux donner un exemple de collectivité mutuelle avec laquelle tu travailles et comment ça s'est fait en fait? Comment vous avez travaillé avec ces mutuelles et comment vous avez réussi à travailler avec ces mutuelles plus cette collectivité? Alors, en termes de mutuelle, aujourd'hui, on a un beau panel. On travaille avec des très gros acteurs. Les deux premiers, alors AG2R était notre premier partenaire mutualiste, et Malakoff Humanis assez vite après. Donc ça, c'est deux partenaires historiques. Aujourd'hui, avec les instituts de retraite complémentaires, on travaille avec la plupart. Hein. On travaille avec Clésia, on travaille avec Lourmel, on travaille avec Agrega. Bon, voilà, on a plus d'une dizaine de mutuelles aujourd'hui avec lesquelles on travaille, ou instituts de retraite complémentaires. Au niveau des collectivités locales, alors après je pourrais préciser comment est-ce que les partenariats se sont faits, mais en termes de collectivités locales, et c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer parce que ça a été le début d'Apivisio. En fait, quand on a créé Apivisio, on est arrivé au moment de la loi, je ne sais plus exactement le nom, mais on retrouvera, sur l'autonomie, qui mettait en place les conférences des financeurs. En tout cas, suite à cette loi, il y a eu la mise en place des conférences des financeurs sur les départements, et on a eu cette chance, cette opportunité de créer Apivisio finalement au moment où ces conférences des financeurs se mettaient en place, et donc des appels à projets pour
soutenir des actions innovantes visant à favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles pour les personnes, pour les seniors. Et notre solution rentrait quand même pas mal dans ce critère-là. Et donc, on a pu avoir un certain nombre de conférences des financeurs qui nous ont soutenus dès le début, ce qui nous a permis assez vite finalement de lancer notre activité. Alors aujourd'hui, on reste avec un nombre important de conférences des financeurs, mais néanmoins, notre solution, elle est aussi pas mal prise par, à l'échelle régionale, par les CARSAT, et plus ça va, plus on travaille directement avec les CARSAT à une échelle régionale et non plus à une échelle départementale. Notre maillage territorial, en fait, il s'organise en fonction des spécificités locales, des acteurs avec lesquels on arrive à enclencher un partenariat. Et donc, effectivement, il y a des partenariats qui sont régionaux, des partenariats qui sont à l'échelle des mairies et d'autres à l'échelle des départements. C'est vraiment en fonction des partenariats que là on arrive à mettre en place au niveau local. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que pour le démarrage, ce qui vous a facilité la tâche, entre guillemets, c'est que vous êtes déjà rentré dans un cadre avec les conférences et financeurs. Sans cette opportunité, ça aurait été plus difficile à développer à Pvisio. Ah, sûrement, sûrement. Mais ça, c'est de manière plus globale, c'est la question du financement dans notre secteur d'activité. C'est-à-dire quand on a créé Apivisio au tout départ, quand on a eu l'idée, donc ça remonte parce que c'était aux alentours de 2010, on voulait faire payer on voulait vendre en B2C, comme beaucoup de startups qui se posent la question au niveau du montage, de savoir comment est-ce qu'on passe. Est-ce qu'on passe en B2B ou en B2C? Et assez vite, on s'est dit, mais on va droit dans le mur si on fait ça. Parce que, alors, c'était avant le Covid, ça a tout changé le Covid, mais c'était avant le Covid, donc les gens n'étaient pas prêts à payer sur Internet, puis encore moins les seniors. C'était un peu ambitieux. Et donc, et puis les personnes ne sont pas très enclines à payer sur de la prévention, c'est-à-dire qu'elles considèrent aujourd'hui, à tort ou à raison, que en tout cas sur ce modèle-là de prévention, sur ce modèle d'information, de travail en groupe, etc., ça relève des acteurs qui les entourent. Alors, ces acteurs sont vastes, ça peut être leur mutuelle, ça peut être leur caisse de retraite, ça peut être leur mairie, ça peut être leur entreprise, mais en tout cas, ils ne sont pas forcément enclins à aller payer pour ça. Donc on est un peu contraint, en tout cas sur le type de service que l'on propose, d'aller chercher du financement, généralement du financement public, parce que ce sont les acteurs qui financent ces activités-là. Et donc, voilà, on avait un peu cette obligation. Et effectivement, la conférence des financeurs, la mise en place de la conférence des financeurs et cette loi sur l'autonomie, elle a changé pas mal de choses. Alors, en très bien pour nous, parce que ça nous a permis de lancer des choses, en très bien, je pense, par rapport à ce qui est proposé sur les territoires, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a plein d'offres et avec des maillages qui sont vachement intéressants et quand même, ça a permis de développer énormément de choses, je pense, au niveau et à cette échelle départementale, qui est sûrement une échelle intéressante. Donc ça, c'est très bien. Par contre, le petit inconvénient de la chose, c'est que aujourd'hui, la conférence des financeurs, quand vous allez proposer un projet à une mairie ou notamment, vous allez en fait, on va vous renvoyer vers la conférence des financeurs et on vous dit Ah c'est oui, un peu le guichet automatiquement. unique. Et donc ça peut compliquer un petit peu les choses parce que les conférences des financeurs, pas forcément, c'est tous les ans un appel à projet, on n'est pas garanti d'être renouvelé, etc. Donc la pérennité du modèle économique quand on est sur les conférences des financeurs, bon, je vous rassure, je pense que quand on a intégré Silver Innov en 2016, qu'on a présenté notre modèle économique et qu'on a parlé des conférences des financeurs, on nous a tout de suite dit, mais attention, c'est pas un modèle pérenne. Voilà, je ne sais pas si Isabelle s'en souvient, mais faites attention. Bon, 7 ans plus tard, on arrive encore à travailler avec les conférences des financeurs, un certain nombre, et tant mieux, et ça se passe bien. Mais voilà. La deuxième étape, j'ai bien compris, ça a été avec les collectivités et les mutuelles. La question, c'est, moi, ce qui m'intéresse à comprendre, c'est comment est-ce que vous avez fait pour travailler, pour convaincre les premières mutuelles de travailler avec vous sur un sujet qui est de dire, voilà, vous arrivez à une mutuelle, vous dites, écoutez, nous, on va mettre les seniors en visio. Déjà, ça, à mon avis, ils ont dû peut-être un peu tiquer, tu me diras. Et comment est-ce que vous avez réussi à convaincre les premières mutuelles?
Alors, il y a quand même, alors peut-être pas chez toutes, mais chez certaines mutuelles, une dynamique quand même liée à l'innovation. Il y a généralement un service dédié et ils sont quand même dans la réflexion par rapport à des services complémentaires et par rapport à des services innovants. Donc déjà, il y a des interlocuteurs et avec une certaine ouverture d'esprit. Donc même si effectivement, bon, le discours, vous savez, moi, les seniors, à mon avis, se connecteront jamais parce que c'est des seniors, machin. Ça, on l'avait pas forcément, et je pense, pour en citer un qui est très connu, Romain Gano, AG2R, voilà, il était intéressé pour justement tester et donner sa chance à un projet comme le nôtre. Euh, donc on a une porte d'entrée. Euh, après, on teste, on expérimente, on se donne un peu les moyens. On va pas se leurrer, nous, on a un avant et après Covid, hein. 2020, le Covid arrive, on est en contact avec la plupart des acteurs de la silver economy. À l'époque, on est à peu près, je pense, les seuls à faire ce que l'on fait. Et d'un seul coup, tout le monde se dit, bah, le distanciel, il faut en faire parce que c'est le seul moyen de continuer à exercer une activité. Et donc, tous ces acteurs avec lesquels on était en contact pendant presque un an sont revenus vers nous en nous disant est-ce que finalement on peut tester votre solution et la mettre à disposition de nos adhérents. Et là, ben, le truc c'est que ça a fait ses preuves, c'est-à-dire que quand ça marche, quand on voit certaines statistiques avec certaines mutuelles où on décuple complètement l'activité de ce que l'on leur propose, bah, ils sont satisfaits. Je pense que le service est qualitatif, donc ça leur convient. Et donc là, après, on n'est plus uniquement dans une phase de test, d'expérimentation où ils veulent voir ce que ça donne. Ils ont un service sur lequel ils ont des adhérents qui sont satisfaits, donc ça remplit un de leurs services. Euh, je pense que quoi, notamment les mutuelles avec lesquelles on a pas mal d'utilisateurs, on reçoit énormément de messages de satisfaction et je pense qu'ils en reçoivent et je sais que quand ils vont sur des salons ou quand ils vont au niveau local et qu'il y a une information sur Happy Visio, ils ont des retours qui sont positifs. Euh, je lance des fleurs au service, mais on a un taux de satisfaction aujourd'hui qui est tous les ans entre 98 et 99%, donc on est vraiment, voilà, on a des très très bons retours. Donc, Romain Gano vous croit en votre projet. Mhm, Le test, j'imagine, chez AG2R. mhm. Les autres mutuelles, les autres acteurs suivent Romain Gano, suivent la G2R, comment ça marche? Ça m'intéresse en fait après, est-ce que ça se suit ou est-ce que vous devez reconvaincre les autres mutuelles? Un vrai débat, ça. Est-ce que c'est bien parce qu'on signe avec une mutuelle? Parce que il y a aussi le côté, euh, on a tous, de se dire, bah ouais, mais attends, finalement, ils sont concurrents aussi hein, sur certaines activités. Oui, entre autres, oui. Ouais, je signe, mais finalement, bah ouais, mais moi, je vais avoir un service qui va être à peu près le même et j'ai envie de faire quelque chose qui soit un peu différent. Alors, c'est là la force de notre service, on personnalise notre site internet et les contenus en fonction du partenaire. Donc on ne propose pas le même service forcément à tout le monde. Je suis pas sûr que, en tout cas nous dans notre modèle, c'est parce qu'on est signé avec AG2R qu'on a pu signer avec les autres. Parce que encore une fois, il y a eu le Covid et que donc ils avaient tous envie de tester à ce moment-là. Encore une D'accord. fois, c'était des plans. Alors Malakoff, on était en discussion avec eux avant le Covid et on a voilà, mais après, comme on personnalise notre site, on répond aussi à un moment à des besoins spécifiques, c'est-à-dire que ce soit les mutuelles ou d'autres d'ailleurs, euh, ils ont une problématique. À un moment, je pense aux aidants. On a eu des mutuelles qui étaient assez intéressées par le programme aux aidants parce qu'ils avaient cette problématique de toucher les aidants. Comment est-ce qu'on les touche, les aidants qui sont débordés, etc. Je ne vais pas revenir sur tout ça, mais et donc le fait d'avoir un programme, qu'on les accompagne et ça les intéressait. Et je vais faire une dernière aparté sur la partie entreprise, sur laquelle aujourd'hui on travaille pas mal pour les salariés. Là aussi, on travaille avec les mutuelles parce que ils ont aussi cette logique, ce besoin de favoriser la prévention, d'offrir un service complémentaire et d'intervenir sur ce champ d'action. Et donc, on a travaillé sur des contenus qui sont adaptés par rapport au public qu'ils accompagnent. De ton point de vue, pourquoi est-ce que les mutuelles utilisent Happy Visio? C'est en fait, je parle même alors, du service. Pourquoi est-ce qu'elles proposent des visioconférences sur différents sujets, des visios, oui, sur différents sujets à leurs adhérents, bénéficiaires?
Je pense que les mutuelles, en tout cas pour certaines, hein, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que beaucoup ont traditionnellement ça dans leur ADN, c'est-à-dire de mettre en place des actions de prévention. Alors, elles le faisaient en présentiel depuis des années, et finalement, le distanciel vient prolonger des actions qu'elles réalisent. On touche d'autres publics, on a d'autres volumes de personnes, et finalement, c'est logique dans cette complémentarité. Elles ont un socle présentiel et elles ont un socle distanciel, et donc ça fonctionne bien comme ça avec nous. Ça, c'est un premier élément. Après, un deuxième élément, mais je ne serais pas un expert sur le sujet, mais je pense que les mutuelles aujourd'hui ont besoin aussi de se diversifier dans le bouquet de services qu'elles peuvent proposer. On le voit bien sur la réflexion sur les médecines complémentaires, par exemple, ou sur d'autres types de services, et elles veulent proposer à leurs adhérents des services plus autres que celui où on rembourse des soins. Voilà. Et voilà. Alors après, il y a toute une réflexion sur, j'imagine, et c'est propre à chaque mutuelle, sur combien de services on est prêt à référencer, pour qui, comment, à quel coût, qu'est-ce que ça nous rapporte. Euh, Là, on a l'avantage par rapport à Pivisio dans sa globalité, d'être en capacité de toucher pas mal de monde, de proposer un service qui aujourd'hui fait ses preuves, finalement à des coûts qui sont raisonnables, parce que si on voulait toucher le même nombre de personnes sur des actions en présentiel, ça démultiplierait les coûts. Donc voilà les raisons, je pense, pour lesquelles aujourd'hui elle travaille avec nous. On voulait également parler de l'intérêt du numérique pour la prévention. Alors l'idée de base, ou le postulat de base, c'est que c'est difficile de mettre les gens en prévention, en France notamment, mais pas que, et que le numérique est une solution. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses que le numérique est une solution pour initier la prévention chez les jeunes seniors notamment? Ben, je pense qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est que effectivement, il est difficile de toucher les personnes sur des sujets de prévention, ce qu'on disait au départ. Et le fait d'avoir cette approche complète, cette approche globale, déjà dans la programmation, ben, ça vient finalement intéressant. On a des gens qui se sont inscrits que sur l'atelier d'écriture, par exemple, et puis ben, ils voient qu'il y a aussi des choses sur le sommeil. Tiens, ben, tiens, je vais aller voir, etc. Donc on a cette approche holistique de la prévention, permet finalement de raccrocher des gens sur certains sujets. Donc en Euh, fait là, il rentre par un sujet qui est plus fun que l'atelier anti-chute, par exemple. je vous disais, il y a un mois, on a testé nos premiers cours d'anglais. Je crois on avait 2500 inscrits sur la séance. Donc, on voit que ça attire beaucoup de monde. Et après, c'est comment est-ce qu'on va leur pousser des sujets peut-être un peu plus sérieux ou un peu plus santé. Euh, la deuxième chose, on l'a dit, c'est le public. C'est-à-dire que on répond aussi à un besoin où on n'a pas accès à tous les contenus, on n'a pas accès à tous ces professionnels. Et je parlerai peut-être après du développement de la plateforme, parce qu'aujourd'hui on lance les consultations. Mais donc cette mise en relation et l'outil numérique est facile et facilitant pour arriver à toucher le public. Donc ce premier élément, arriver à faire passer des messages de prévention et arriver à toucher beaucoup de monde. Euh, la deuxième chose, toujours sur l'aspect public, c'est la motivation des personnes à se connecter sur des actions de prévention. Il faut à la fois, il faut qu'on fasse du collectif parce que c'est plus simple, que économiquement c'est plus facile, c'est plus supportable, et en même temps il faut arriver à proposer des choses qui soient individuelles, parce que on réagit tous sur une thématique, on réagit tous avec des stimuli qui sont différents. Je sais pas, je prends l'arrêt du tabac, il y en a, ils vont s'arrêter de fumer parce que ça coûte cher, il y en a d'autres c'est pour leur santé, d'autres c'est pour leur famille, j'en sais rien. Et donc, il faut à la fois être capable de mixer une approche qui soit individuelle et une approche qui soit collective. Et donc, ça, l'outil numérique aussi nous permet, alors on pourrait le faire en présentiel, mais ça permet de le faire à grande échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, sur nos parcours, on a des choses qui sont très individuelles, on a des choses qui sont moyennement, qui sont collectivement en petits groupes, on fait des ateliers, et puis on a des webinaires sur lesquels on arrive à avoir un volume important de personnes. Et donc, ce mix des trois formats permet de motiver aussi les personnes, et permet de répondre finalement à leurs attentes sur ces questions de prévention. Le deuxième grand élément, mais on l'a abordé aussi, c'est l'aspect économique. La prévention, là,
j'enfonce des portes ouvertes, mais on finance quelque chose, on ne sait pas quel est le rendement ou la rentabilité de l'opération, c'est compliqué. Même des acteurs publics, CARSAT ou mutuelles, pas forcément publics, mais vont ils ont des enjeux économiques et donc c'est bien de financer de la prévention, mais à un moment il faut un retour sur investissement, ou en tout cas il faut que ça s'assurer de la pertinence de ce que l'on fait. L'avantage du numérique, c'est que ça nous permet de faire ce que l'on fait en présentiel, mais à des coûts qui sont quand même moindres, et à toucher beaucoup de monde avec des coûts qui sont moindres. Oui, important, parce que beaucoup actuellement sont en train de se poser la question de quelle est la rentabilité des actions de prévention? Est-ce que les personnes que l'on cible sont vraiment celles qui sont les plus à risque derrière? Hum, Enfin, il y a plein de questions autour de la prévention qui se posent en ce moment, oui, oui. hum. Et le troisième aspect, et qui va répondre complètement à ça, c'est la question de l'impact. Justement, si on est sur un modèle qui doit être, on doit avoir une réflexion avec un modèle économique, on doit avoir une réflexion sur le public que l'on touche, on doit avoir une réflexion sur l'impact de la solution par rapport à son objectif, hein, son objectif en termes de prévention ou de prise en charge. Et donc, il faut mesurer ce que l'on fait. Et là, tu me posais la question, donc est-ce que le numérique apporte quelque chose? Oui, alors là, j'en suis convaincu, parce qu'aujourd'hui, on a de la donnée. C'est très facile de connecter de la donnée par le numérique. Alors nous, les gens s'inscrivent sur le site avec un code. Donc déjà, on sait qui ils sont, on connaît leur profil, on sait par qui ils sont venus. Et puis ensuite, toutes nos actions sont suivies d'évaluation. Donc on a un questionnaire de satisfaction systématique à la fin d'une activité. On a des questionnaires pendant l'activité. Aujourd'hui, on a développé des outils pour lancer des évaluations avant les activités, c'est-à-dire qu'on a des acteurs avec lesquels on travaille, notamment mutuelles, où on organise des enquêtes, on fait un bilan, et en fonction du bilan de cette enquête, on va programmer ou réaliser la programmation sur Apivisio. C'est-à-dire que si on a identifié que les besoins de tel public étaient, j'en sais rien moi, alors on le fait pas mal en entreprise, donc ça va être sur les TMS ou sur les risques psychosociaux ou des choses comme ça, à ce moment-là, on va proposer une programmation qui répond aux attentes du public. Voilà. Donc il y a cette question de l'évaluation en amont, et il y a la question de l'évaluation a posteriori. Et là aussi, on mène des enquêtes. Donc, par exemple, tous les ateliers qu'on fait, systématiquement, on a une évaluation à chaud, on a une évaluation à J+1, et on a une évaluation à 3 mois pour savoir quel a été l'impact pour les utilisateurs. De la même manière, on fait des enquêtes très régulières. Alors, on a une grande enquête annuelle. Donc tout à l'heure j'ai extrait un chiffre en disant 68% des gens sur l'isolement, mais ça c'est notre grande enquête annuelle. Et puis après on a des enquêtes ponctuelles. On a fait des enquêtes sur le sport et le numérique, on a fait des enquêtes pour les aidants, etc., etc. Donc d'évaluer l'impact des actions parce que ça leur donne de la crédibilité, et que ce sont des indicateurs qui sont essentiels pour nos financeurs. La programmation, comment est-ce que vous la concevez? Vous la concevez j'imagine avec les partenaires, bien évidemment, mais est-ce que vous la concevez avec les seniors eux-mêmes? En tout cas, ceux qui regardent vos visios? Alors, la programmation, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation, elle est faite par nous sur nos programmes, puisqu'on a un certain nombre de programmes que l'on a construits, ou directement par nos clients qui décident de la programmation. Par exemple, là, on travaille avec la CNAV et la Mutualité française sur un programme spécifique. Ce sont eux qui nous indiquent ce qu'ils veulent mettre dans le programme, qui sont les intervenants. Ou alors, on travaille avec certains acteurs qui nous disent, nous, voilà la thématique que l'on voudrait traiter, et trouver les intervenants et créer la programmation. Donc, on fait soit du sur-mesure complet, soit on fait intervenir, soit on crée nos propres programmes. Et soit on mixte, c'est-à-dire qu'on a certains acteurs qui prennent des choses de notre programmation, qui nous demandent de faire intervenir certaines personnes, et qui nous sollicitent pour d'autres thématiques. Donc ça déjà c'est la première chose. La deuxième chose, c'est encore une fois, c'est sur les formats, hein. On a la partie webinaire, plutôt sensibilisation, information et grand volume de personnes. La partie classe virtuelle, travail en petits groupes, on est plus sur de la formation. Et la partie consultation, où là on est sur de l'échange individuel. Euh, donc en fonction de ces programmes et en fonction des formats, on n'a pas forcément la même logique. Euh, ce qui Aujourd'hui, chez Apivisio, nous, on n'est pas les spécialistes des contenus. Je disais, on fait à peu près 3000 événements live. On n'est pas les spécialistes de tout ça. Par contre, on s'appuie sur un réseau euh, très important d'intervenants. Alors, ça peut être soit des intervenants indépendants, soit on travaille aussi beaucoup avec les associations ou avec des acteurs.
beaucoup d'acteurs de la Silver Economy dans le programme senior. Certains sont hébergés à Silver Innov, mais on travaille avec beaucoup de structures. On travaille beaucoup avec les associations de patients sur tout ce qui est santé. Et puis voilà. Donc maintenant que je t'ai dit ça, je t'ai pas répondu forcément complètement à ta question. Comment est-ce qu'on travaille? Nous, on travaille avec des concepteurs pédagogiques. Donc sur cette approche, je disais holistique des programmes. Là, on a des gens chez nous qui sont par contre plutôt spécialistes de la prévention et qui vont avoir, en fonction des thématiques, on va constituer le programme. On travaille avec ce qui se fait aussi au niveau notamment présentiel et ce que nous demandent nos partenaires. Et on voit bien que sur certains en fonction des périodes, on a des sujets phares qui remontent, sur lesquels il y a des besoins. Alors évidemment, pendant le Covid, on a fait un certain nombre de conférences sur le Covid, voilà. Mais on a comme ça, en fonction de certains clients, types de clients, des demandes spécifiques. Par exemple, sur l'entreprise, aujourd'hui, la santé mentale est beaucoup demandée, et donc on va composer des choses comme ça. Voilà, grosso modo, comment est-ce qu'on compose les programmes, soit sur demande, soit avec nos concepteurs. Et puis après, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on a un intervenant, nous, on va travailler avec lui sur la préparation de ces événements, que ce soit des ateliers ou des conférences. Les conférences, on va toutes les co-animer. Et les ateliers, on travaille avec eux pour avoir des formats standards et on a des cahiers des charges assez clairs sur la façon dont on veut que ça soit animé. Les futurs développements d'Appui Visio ou les développements en cours. Alors là, on a une grosse actualité puisque vendredi, on met en ligne, si tout se passe bien, un nouveau site, ou en tout cas, on a retravaillé le site internet avec pour intégrer la partie consultation. La consultation, donc on va avoir la possibilité pour les usagers de prendre des rendez-vous, un peu comme sur du Doctolib, de prendre rendez-vous avec des spécialistes. Aujourd'hui, on commence, en plus, on commence. Alors, notre approche, elle n'est pas de démultiplier le nombre de spécialistes. On travaille que avec des gens que l'on connaît. Mais par contre, on essaie d'avoir une approche globale en termes de thématiques. Et donc, on a à la fois des avocats, on a des conseillers numériques, on a des coachs sportifs. On va avoir tout un volet sur les médecines complémentaires, puisqu'on a un partenariat avec la MCA, qui est une association qui est assez reconnue sur ces thématiques-là, et qui va se charger de recruter les intervenants pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique. Donc voilà, donc une offre de possibilité pour les usagers de prendre un rendez-vous et de faire un rendez-vous en distanciel sur toutes ces thématiques. Ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, aussi la possibilité pour nos partenaires de préfinancer certains de ces rendez-vous ou de les mettre en avant. Donc, il y a toute une logique que l'on a créée et qui nous a demandé pas mal de boulot. Et ça, c'est le gros développement qui arrive en fin de semaine. Et ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. Donc, voilà, on est un peu impatient. Après, après les deux axes sur lesquels on travaille pas mal, et là, sur du moyen plutôt long terme, c'est continuer à être dans l'analyse de l'impact. J'en parlais tout à l'heure. Voilà, on a développé des outils, on a développé des systèmes d'automatisation. Il faut qu'on continue à travailler sur la personnalisation de l'offre de service et d'évaluation de l'impact. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, il est plutôt en termes de modèle économique, puisque on développe quand même beaucoup l'offre à destination des salariés. Voilà. Donc ça, ce sont les axes. Et je ne vois pas de sujet pour aider. Alors non, j'arrive pas à lire. On Il y a pourra des échanger questions en même pendant temps. on pourra échanger D'accord. après l'enregistrement. Mhm. Une conclusion à cette émission, à cet enregistrement. Une conclusion complètement libre ou un peu orientée sur... Libre, tu sais, avec moi, c'est la liberté totale, hein, donc tu peux y aller, hein. Waouh, En respectant les lois, etc., bien évidemment. ça dégage de toute responsabilité. Ouais. Écoute, une conclusion. Non, je pense qu'on arrive à un tournant de notre activité. Je pense que c'est le propre de la startup. Les tournants, ils sont tout le temps. Il y a des virages partout. Mais là, on arrive un peu à un tournant où, si tu veux, on a eu les débuts, on a eu la période Covid avec une croissance importante. On a stabilisé aujourd'hui notre offre. Ça nous a permis aussi de mûrir et de mûrir notre offre et de mûrir notre service. Et maintenant, on a un enjeu de changement d'échelle, je pense, et qui est un peu global
sur ce modèle startup. Je sais plus avec qui je discutais la dernière fois, qui me disait bah, pourquoi est-ce que finalement vous faites pas ce que vous faites actuellement et puis vous savez, vous avez une entreprise, elle tourne, on a un peu plus de 25 salariés, mais mais je pense qu'il est quand on crée une entreprise comme celle-là, on a une obligation de croissance ou en tout cas de développement parce que il y a plein d'enjeux, parce qu'on a des enjeux politiques qui nous dépassent, parce que il y a voilà, il y a plein de choses qui bougent et donc on doit se développer, on doit toujours se réinventer. Et là aujourd'hui, on arrive à un moment où justement il va falloir qu'on réfléchisse et avoir une réflexion sur le long terme, non pas à 6 mois, mais à 3 voire 5 ans. J'aurais voulu poser une question à Isabelle. Isabelle, comment est-ce que tu as vu le développement d'Happy Visio depuis le temps qu'ils sont hébergés à Silver Innov? Il est vrai que la crise du Covid a vraiment changé la donne et les a obligés à se repenser et à être hyper réactifs et hyper professionnels. Et moi, je trouve qu'ils ont eu un état d'esprit de proposer la solution gracieusement à pas mal de structures pour justement aider les seniors à pas sentir, à sentir moins isolés. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils se développent bien. Oui, on a évoqué le problème des conférences des financeurs et qu'il faut réfléchir à comment on va par la suite. Mais c'est vrai, voilà, ils sont arrivés à un moment où la proposition de valeur est plus grande que juste les conférences des financeurs et va toucher, il l'évoquait tout à l'heure, c'est un vrai changement d'échelle, c'est aller toucher plus de monde, aller toucher plus de partenaires. Et là, moi, où je suis toujours épatée, c'est de voir comment du sujet de la prévention, qui est vraiment un sujet très compliqué à aborder avec les seniors ou avec les personnes d'un certain âge, ils réussissent via leurs conférences, via leurs petits groupes, euh, de créer, de fédérer des gens et de faire avancer les thématiques. C'est ce que disait Benjamin tout à l'heure. On fait de la prévention multi-situation, mais on rentre par la case de l'anglais pour aller ressortir sur une autre thématique. Voilà, moi je trouve qu'ils ont super bien évolué. L'équipe s'est agrandie, toujours aussi sympa, très bon critère de recrutement et ils réussissent bien. Merci Isabelle. Isabelle Marchand-Rappel, qui était directrice de Silver Innov. Merci Benjamin Raspail, cofondateur d'Happy Visio. Merci beaucoup, Benjamin. Merci.